En 1998, derrière les grilles de l'usine de Mulhouse, une décision silencieuse tomba. La manufacture de machines du Haut-Rhin, connue dans le monde entier sous le nom de Manoury, abandonnait définitivement la production de son arme la plus célèbre, le revolver MR73. Ce n'était pas un simple retrait de dotation. Adopté par le GIGN dans les années 1970, le MR173 exigeait des dizaines d'heures d'ajustage manuel pour atteindre une perfection mécanique inégalée. C'était l'héritier direct du savoir-faire industriel acquis dès 1952, lorsque l'usine sauva une partie de l'armurerie européenne en fabriquant les pistolets Walther. Mais la ligne de montage s'est arrêtée. Le paradoxe était cruel. Le revolver considéré comme le plus précis et le plus robuste de son époque n'a pas disparu à cause d'un défaut technique. Il a été sacrifié par son propre créateur, parce que l'entreprise mère avait compris que la véritable rentabilité mondiale se trouvait dans les machines-outils pour fabriquer des cartouches, et non plus dans le revolver de service. Mais la véritable histoire du Manoury n'est pas seulement celle d'une usine qui choisit la machine contre l'arme. C'est l'histoire d'un empire industriel français broyé par la force de ses propres coûts de fabrication, où la quête de l'excellence absolue a fini par devenir un piège économique. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné la police, l'armée et la mémoire nationale. Et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. Mais cette histoire ne commence pas par la nostalgie d'un revolver, mais par une nécessité d'après-guerre. À Mulhouse, en 1952. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État français fait face à une urgence industrielle et institutionnelle vertigineuse. L'armée, engagée dans de profonds conflits de décolonisation, notamment en Indochine, absorbe la quasi-totalité de la capacité de production des grands arsenaux d'État. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, et la manufacture d'armes de Châtellerault, MAC, tournent à plein régime pour fournir des fusils, des pistolets mitrailleurs et des mitrailleuses aux soldats mobilisés. Mais derrière cette priorité militaire stricte, un autre besoin, plus discret mais tout aussi vital, ronge les administrations de l'intérieur. Les râteliers de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes françaises ressemblent alors à un véritable chaos logistique. La dotation, l'attribution officielle d'une arme à une unité, une administration ou une force armée n'a plus aucune cohérence. Les policiers patrouillent avec des vieux revolvers d'ordonnance datant de la fin du siècle précédent, des pistolets Ruby obsolètes, des MAB de l'entre-deux-guerres, ou pire, des modèles disparates récupérés sur les forces d'occupation allemandes. Le ministère de l'Intérieur a un besoin critique d'un pistolet, une arme de poing dont le fonctionnement peut être manuel, semi-automatique ou autre selon l'époque, qui soit moderne, fiable, standardisé et surtout disponible en très grande quantité. La France veut économiser ses devises étrangères et exige une production sur le sol national. Mais les manufactures d'État n'ont pas la capacité d'assumer cet appel d'offres, civils et policiers. La solution ne viendra pas d'un arsenal d'État traditionnel, mais d'une usine civile située dans une région de pure tradition mécanique, l'Alsace. Le centre de gravité de cette histoire ne se trouve ni à Paris, ni à Saint-Étienne, mais à Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin. Historiquement, l'Alsace est une terre d'ingénieurs, de métallurgie lourde et de mécanique de très haute précision. C'est dans ce tissu industriel exigeant qu'est fondée, juste après la guerre, la manufacture de machines du Haut-Rhin, dont le nom sera rapidement raccourci sous l'acronyme Manoury. À son origine, Manoury n'est pas un fabricant d'armes légères. C'est une entreprise de pointe spécialisée dans la machine-outil, les équipements de mesure et, de plus en plus, dans les énormes machines destinées à la fabrication de munitions et de cartouches. L'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile. Pour les ingénieurs de Mulhouse, l'acier n'a pas de secret. Ils savent comment le forger, comment l'usiner au centième de millimètre, comment le traiter thermiquement pour qu'il résiste à des pressions extrêmes sans se déformer. Cette maîtrise absolue de l'outillage fait de Manoury l'un des joyaux de la reconstruction industrielle française. Pourtant, au début des années 1950, l'immense usine cherche de nouveaux contrats pour faire tourner ses chaînes de production à plein rendement. L'opportunité de lier cette perfection mécanique à la fabrication d'armes à feu se présente sous la forme d'un paradoxe historique fascinant. L'Allemagne, vaincue,
est sous le coup de restrictions sévères et ses industriels n'ont temporairement plus le droit de fabriquer des armes. De l'autre côté de la frontière, la célèbre dynastie armurière Karl Walter a perdu son usine historique de Zella-Mehlis, tombée sous contrôle soviétique. Fritz Walter a réussi à sauver les plans techniques de ses modèles les plus célèbres, notamment le pistolet PP, Polizei Pistol, et sa variante compacte le PPK, mais il n'a ni l'autorisation légale ni l'infrastructure pour les produire. C'est ici, en 1952, que se noue l'accord décisif, l'entrée française inattendue dans l'armurerie de précision mondiale. Fritz Walter signe un contrat de licence exclusif avec la manufacture de machines du Haut-Rhin. Manuren obtient le droit de fabriquer les légendaires pistolets allemands en France, avec des machines françaises, par des ouvriers français. Du jour au lendemain, l'usine de Mulhouse se transforme. Les chaînes de montage de machines-outils s'adaptent pour produire des armes à feu. Le niveau d'exigence technique imposé par les plans allemands est impitoyable, mais les ouvriers alsaciens s'y conforment avec une rigueur absolue. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du fonctionnement, doit s'ajuster avec une fluidité parfaite sur la carcasse. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, exige un usinage intérieur sans le moindre défaut. Les rayures, ces rainures à l'intérieur du canon qui stabilisent historiquement la trajectoire du projectile, sont réalisées avec une minutie que peu d'arsenaux d'État peuvent égaler à l'époque. Le marquage frappé sur l'acier, Manurein, fabriqué en France, n'est pas qu'une mention géographique. Il devient rapidement un gage de qualité institutionnelle reconnu dans le monde entier. L'adoption officielle par les institutions françaises est immédiate et massive. Les douanes, de nombreux services de police et même des administrations étrangères passent commande. Ce marché civil et institutionnel offre à Manurin une croissance fulgurante. Pendant plus de 3 décennies, la manufacture alsacienne va produire des centaines de milliers de pistolets Walter. Les modèles PP, PPK et plus tard le Petronenluit de l'armée ouest-allemande sortent des ateliers de Mulhouse pour inonder le marché européen. Cette période est cruciale car elle n'est pas seulement commerciale, elle est profondément formatrice sur le plan industriel. En fabriquant scrupuleusement les armes des autres, les ingénieurs, les contremaîtres et les ouvriers spécialisés de Manurin apprennent une leçon majeure sur les attentes de l'État. Ils comprennent les exigences strictes de tolérance, l'importance cruciale des traitements de surface et surtout, ils réalisent donc que le marché policier exige une fiabilité qui ne tolère aucune erreur de fabrication. Si une arme de service s'enraye, ce n'est pas seulement un problème mécanique, c'est une crise de confiance pour le ministère qui l'a adopté. Manurin s'impose ainsi discrètement comme un acteur incontournable de l'armement français, non pas par des conceptions nationales patriotiques, mais par la rigueur froide de ses machines et de son contrôle qualité. L'usine devient un écosystème complexe où des générations d'ouvriers se transmettent la culture de la précision. Les ateliers de Mulhouse ne sont plus de simples halls industriels. Ils sont devenus un arsenal privé redoutable, capable de rivaliser avec Châtellerault ou Saint-Étienne en termes de volume de production, tout en les surpassant souvent en termes de finition. Mais fabriquer le chef-d'œuvre d'un autre constructeur n'était qu'un prologue industriel. Fort de cette maîtrise métallurgique absolue, les ingénieurs de Mulhouse allaient à bientôt comprendre qu'ils possédaient l'outil et le savoir-faire nécessaires pour créer une arme de conception entièrement française, capable de redéfinir les standards mondiaux de la précision. Au tournant des années 1970, la doctrine sécuritaire de l'État français subit un choc frontal. L'époque change avec une brutalité inattendue. La tragédie de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972 démontre au gouvernement européen qu'ils font face à une menace nouvelle, le terrorisme moderne, organisé, déterminé et lourdement armé. Face à cette réalité impitoyable, le ministère de l'Intérieur et la Défense nationale regardent avec angoisse le contenu de leurs propres armureries. Les armes en dotation standard, souvent des pistolets de petit calibre 7,65 mm, hérités des décennies précédentes ou produits sous licence à Mulhouse, sont adaptés au maintien de l'ordre quotidien. Mais elles manquent cruellement de la puissance d'arrêt et de la précision absolue nécessaires pour neutraliser une cible retranchée derrière un otage. Il fallait repenser l'outil.
C'est dans ce contexte d'urgence institutionnelle qu'est créé, en 1974, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. Cette nouvelle unité d'élite ne demande pas simplement une arme réglementaire. Elle exige une certitude mathématique. La doctrine tactique naissante repose sur le tir de neutralisation ultra précis, souvent effectué en une fraction de seconde, dans des conditions extrêmes. Si le mécanisme s'enraye, la mission échoue. Les ingénieurs de Manurine, forts de leur maîtrise absolue de la machine-outil et de l'usinage de haute précision, saisissent cette opportunité historique pour proposer une conception entièrement française, dirigée par l'ingénieur Gilbert Maillard. Leur réponse à cet appel d'offres implicite de l'État n'est pas un pistolet semi-automatique à grande capacité, mais un revolver, une arme de poing historique utilisant un barillet, c'est-à-dire un cylindre rotatif qui contient plusieurs chambres pour stocker les cartouches. Le choix du revolver peut sembler paradoxal au début des années 1970, à l'heure où les armées modernes accélèrent la standardisation des systèmes automatiques. Mais pour une force de contre-terrorisme, la mécanique du barillet offre un avantage fondamental de survie. Si une munition, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, est défectueuse et refuse d'exploser, l'opérateur n'a pas besoin de reculer manuellement une culasse pour éjecter l'étui fautif. Il lui suffit de presser à nouveau la détente pour aligner mécaniquement la chambre suivante. L'arme ne s'enraye pas. C'est ainsi que naît le MR-73, abréviation formelle de Manurine, Revolver 1973. Mais l'usine de Mulhouse ne se contente pas de dessiner une nouvelle silhouette en acier. Elle conçoit un instrument industriel qui repousse les limites de la métallurgie française. Le programme exige que ce revolver puisse supporter la pression phénoménale de la cartouche de calibre 357 Magnum en tir intensif. Les armes étrangères concurrentes de l'époque, soumises au même régime d'entraînement, finissent souvent par prendre du jeu, voire leurs axes se déformer ou leur précision chuter. Manurine refuse cette obsolescence. Le problème n'était pas seulement de concevoir l'arme sur une planche à dessin. Le problème était de construire la ligne de production capable de la forger avec une tolérance zéro. Manurine décide d'utiliser des aciers hautement alliés, des matériaux normalement réservés à l'aéronautique et aux structures spatiales. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, n'est pas simplement percé ou rayé par un outil coupant. Il est forgé par martelage à froid. Ce procédé industriel brutal, où d'énormes machines frappent de l'acier autour d'un mandrin en carbure pour imprimer les rayures, ces rainures internes qui stabilisent historiquement la trajectoire du projectile, confèrent au métal une densité, une dureté et une longévité exceptionnelles. Les canons issus de Mulhouse deviennent célèbres dans les rapports de la gendarmerie pour conserver une précision chirurgicale, même après avoir tiré des dizaines de milliers de cartouches. Cependant, la véritable percée du MR-173, celle qui le fait entrer définitivement dans la mémoire institutionnelle, réside dans sa platine. Le mécanisme interne complexe de ressorts, de pièces et de leviers qui relie la détente au chien pour déclencher la percussion. Dans une logique de production militaire de masse, une platine est souvent un assemblage de pièces usinées rapidement, acceptant une certaine friction au détriment de la fluidité. À Mulhouse, les ingénieurs refusent pas ce compromis. Ils intègrent un système de roulement à galets qui réduit les frottements internes à un niveau microscopique. Le départ du coup devient d'une fluidité irréelle, permettant aux opérateurs du GIGN d'atteindre une cible minuscule même lorsqu'ils utilisent l'arme en double action, c'est-à-dire en pressant la détente pour à la fois armer le chien et le relâcher. Mais cette excellence mécanique exige un tribut industriel écrasant. Le MR-73 n'est pas un produit de grande série. Chaque revolver passe entre les mains de maîtres armuriers dans les ateliers alsaciens. Chaque pièce interne de la platine est ajustée, polie et testée manuellement. Il faut compter environ 12 heures de travail d'ajustage humain ininterrompu pour terminer un seul revolver. C'est l'anti-standardisation par excellence. Une méthode de fabrication qui tient plus de l'horlogerie de pointe que de l'arsenal militaire. Le marquage Manurine, fièrement frappé sur le flanc du canon, n'est plus seulement une indication d'origine géographique. Il devient le sceau d'une obsession de l'État
et de l'industrie pour la perfection absolue, validée par les bancs d'épreuves. L'adoption par le GIGN valide définitivement le système aux yeux du monde. Lors des entraînements impitoyables, les opérateurs tirent parfois plus de 150 cartouches par jour. Les cadres en acier subissent des pressions extrêmes et le MR-73 encaisse sans flancher. La réputation de l'arme explose bien au-delà de la caserne de Satory. Elle n'est plus seulement un outil tactique, elle devient l'incarnation même de la nouvelle doctrine d'intervention française. Les commissariats, les inspecteurs de la police nationale et diverses unités spéciales commencent à réclamer leur propre dotation. L'usine de Mulhouse se retrouve soudain propulsée au sommet de la hiérarchie mondiale des armes de poing. L'arme avait trouvé sa place, redéfinissant ce que l'État français considérait comme l'excellence institutionnelle. Mais le choix de produire un objet exigeant un tel niveau de main-d'œuvre et d'ajustage manuel, qui semblait résoudre parfaitement un besoin doctrinal, allait inexorablement créer un piège industriel redoutable pour la manufacture. Les années 1980 marquent l'apogée absolue de la manufacture de machines du Haut-Rhin dans le domaine de l'armement léger. Le MR-73 n'est plus seulement une réussite technique, il est devenu un véritable phénomène institutionnel. Dans les râteliers de la caserne de Satory, les revolvers frappés du logo Manureng trônent comme les symboles intouchables de la nouvelle doctrine d'intervention française. La précision exigée par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est telle que l'arme est utilisée non seulement pour neutraliser, mais littéralement pour désarmer un preneur d'otage d'une balle dans la main à 25 mètres. Le mythe est forgé, mais il s'appuie sur une réalité industrielle implacable. L'onde de choc de ce succès dépasse largement les cercles restreints des forces Mchan, des forces spéciales. La Direction générale de la police nationale, DGPN, observant la fiabilité hors norme du système alsacien, décide d'équiper ses propres unités. Des commissariats de Paris aux brigades de répression du banditisme, le MR-173, décliné en différentes longueurs de canon, s'impose comme le maître étalon de la puissance policière. Les commandes d'État affluent. Pour répondre à cette demande vertigineuse, l'usine de Mulhouse se métamorphose en une véritable forteresse de production. Il faut imaginer l'atmosphère des ateliers alsaciens à cette époque. Le bruit des machines d'usinage est constant, l'odeur de l'huile de coupe imprègne les murs, et des centaines d'ouvriers spécialisés répètent des gestes d'une précision clinique. Chaque canon est martelé à froid, chaque carcasse est vérifiée par les maîtres armuriers, chaque platine est polie à la main. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle, ce revolver ne représentait pas seulement une arme de dotation d'élite. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le confier à son industrie civile, à le produire sans le moindre compromis technique, puis à en assumer l'écrasante exigence financière. Car l'ampleur de Manureng ne se limite bientôt plus au revolver. Forte de sa légitimité institutionnelle, l'entreprise décide de défier les arsenaux d'État sur leur propre terrain, l'armement militaire lourd. À la fin des années 1970, l'armée française cherche désespérément une arme de transition en attendant le développement complexe du FAMAS par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS. Manureng saisit cette faille temporelle d'approvisionnement et signe un accord majeur avec la firme suisse SI pour produire sous licence le fusil d'assaut SIG 540. Soudain, Mulhouse ne fabrique plus seulement des armes de poing pour les policiers. Les chaînes de montage alsaciennes produisent des dizaines de milliers de fusils d'assaut destinés à l'armée de terre française, aux troupes aéroportées et aux régiments déployés en opérations extérieures. Le chargeur, un dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme d'alimentation, est estampillé de l'usine du Haut-Rhin. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme longue, est usiné avec la même rigueur que les carcasses de revolver. L'usine civile d'Alsace supplante presque temporairement les manufactures nationales séculaires dans la fourniture des forces armées, les passages au banc d'épreuve de Saint-Étienne, l'institution officielle chargée de tester la résistance de chaque arme avant sa mise sur le marché, deviennent une simple formalité pour les productions de Mulhouse, tant la marge de sécurité métallurgique est immense. L'entreprise exporte son savoir-faire vers des marchés lointains, cherchant à s'imposer face aux géants américains.
La manufacture semble avoir trouvé la formule parfaite, transformant chaque arme en une démonstration de force de l'industrie française. L'État continuait d'acheter, convaincu que la perfection mécanique justifiait l'investissement. Mais ce sommet industriel absolu posait déjà, en silence, les fondations de son propre effondrement économique. Pour comprendre la véritable ampleur de ce règne, il faut observer le bouleversement des armureries de la police nationale au milieu des années 1980. Le ministère de l'Intérieur, épuisé par la vétusté de son parc hétéroclite, composé d'anciens pistolets automatiques d'un autre âge, décide d'homogénéiser sa dotation à l'échelle nationale. Le choix se porte naturellement sur l'entreprise de Mulhouse, mais pas avec le MR73 original, dont le coût unitaire de fabrication ferait exploser le budget de l'État. Manurien, au fait de sa capacité d'adaptation, démontre sa force de frappe industrielle en développant une nouvelle ligne, le Manurien Special Police, qui deviendra plus tard le MR38. Ce programme de dotation est titanesque. Manuryan signe un accord stratégique avec le géant américain Ruger pour utiliser des carcasses en acier moulé, une méthode de fonderie moins onéreuse que le forgage complexe, tout en conservant la fabrication du canon et la finition à Mulhouse. Le barillet, ce cylindre d'acier massif qui contient plusieurs chambres pour loger les munitions, est usiné avec la même tolérance stricte qui a fait la réputation de la marque. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de policiers français, des gardiens de la paix en patrouille, aux inspecteurs de la police judiciaire, se retrouvent équipés d'un revolver portant la signature alsacienne. Le nom Manurine n'est plus réservé à une élite. Il pend à la ceinture de la force publique tout entière. L'usine de Mulhouse est alors un mastodonte incontournable. Elle ne se contente plus de fabriquer des armes légères de pointe. Elle continue de produire et d'exporter les immenses machines-outils qui permettent à d'autres pays souverains de fabriquer leurs propres munitions. C'est l'âge d'or d'une certaine idée de l'indépendance industrielle française. Si la manufacture d'armes de Châtellerault-Mac a déjà fermé ses portes en 1968, et si la manufacture d'armes de Tulle, Maté, voit ses effectifs se réduire face à la standardisation, Manuryan semble intouchable, protégé par sa rentabilité privée et la confiance aveugle des institutions. Dans les stands de tir à travers toute la France, la culture du revolver atteint son zénith. Les commandes d'exportation vers certaines polices d'Europe du Nord, du Moyen-Orient et des anciennes colonies africaines remplissent le carnet de commandes. L'unité d'élite de la police nationale naissante, le RID, adopte à son tour l'arme alsacienne pour ses opérations à haut risque, confirmant que le choix initial du GIGN n'était pas une exception, mais la vérité doctrinale de toute une époque. La poudre sans fumée, le propulsif moderne qui remplit les cartouches de tir, encrasse très peu les mécanismes internes à galets conçus à Mulhouse. Les rapports internes des ministères sont formels. L'arme ne casse jamais. Même sous une pluie battante ou dans la poussière des terrains d'entraînement, le chien, cette pièce mobile que le tireur peut armer manuellement pour déclencher la percussion, s'abat avec une régularité de métronome. Dans les ateliers d'Alsace, des générations entières de familles travaillant sur les mêmes chaînes, transmettant un savoir-faire métallurgique et un niveau d'inspection qui semblait éternel. L'entreprise avait réussi l'impossible, créer un standard national si puissant qu'il effaçait la concurrence étrangère sur le territoire français. Le marquage frappé sur l'acier était devenu bien plus qu'une marque commerciale. C'était un label d'État non officiel, une garantie de survie pour les hommes et les femmes déployés sur le terrain. Cependant, au cœur même de cette réussite écrasante, un poison budgétaire commençait à saturer le système. La fabrication d'une telle perfection, nécessitant des centaines d'ouvriers capables d'ajuster l'acier à la main, représentait une anomalie économique vertigineuse. L'arme avait conquis toutes les institutions françaises, mais le modèle industriel qu'il avait fait naître s'apprêtait à percuter violemment une nouvelle réalité de marché. Mais la force qui avait propulsé Manuryan au sommet de l'armement policier français contenait déjà les germes de son propre déclin. Le premier signe de rupture ne vint pas d'un défaut de l'arme, ni d'une perte de confiance des tireurs d'élite, mais d'une réalité froide et mathématique, le budget de l'État. Au milieu des années 1980,
le ministère de l'Intérieur fait face à un dilemme institutionnel majeur. La police nationale souhaite moderniser l'équipement de dizaines de milliers de gardiens de la paix. Mais équiper chaque fonctionnaire d'un MR73 est financièrement impossible. L'exigence de 12 heures d'ajustage manuel par revolver, qui faisait la fierté des ateliers de Mulhouse, est une anomalie économique intenable pour un déploiement de masse. La perfection avait un prix que la comptabilité publique ne pouvait plus justifier. Pour remporter ce gigantesque appel d'offres sans faire faillite, la direction de Manurin est contrainte de trouver un compromis. C'est la première petite fissure dans l'armure de la souveraineté absolue. Les ingénieurs alsaciens se tournent vers les États-Unis et signent un accord technique avec la firme Ruger. L'objectif est d'utiliser la technique de la microfusion, un procédé de moulage de précision de l'acier, pour fabriquer la carcasse du revolver, évitant ainsi le lent et coûteux processus de forgeage et d'usinage dans la masse utilisée pour le MR73. C'est ainsi que naît le Manurin Special Police, qui deviendra plus tard le MR88. Le canon et le barillet, le cylindre rotatif contenant les chambres, sont toujours fabriqués avec la rigueur légendaire de Mulhouse, mais le cœur de l'arme est une concession à la réalité industrielle américaine. Le MR88 est une excellente arme de service, robuste et fiable, adoptée par la police nationale. Mais d'un point de vue symbolique et industriel, un seuil a été franchi. Le nom Manurin ne signifie plus l'excellence française, sans aucun compromis. Il signifie désormais l'adaptation d'une manufacture aux contraintes d'un marché standardisé. Dans les ateliers du Haut-Rhin, l'atmosphère commence à changer. Les chaînes de montage dédiées aux revolvers doivent accélérer la cadence, réduire les coûts et limiter le temps d'intervention humaine. Le problème n'était pas seulement la réduction de la qualité perçue, le problème était que l'entreprise essayait d'appliquer une logique de production de masse sur un outil industriel conçu pour l'orfèvrerie. Et pendant que Manurin luttait pour équilibrer le coût de ses revolvers, la doctrine militaire et policière mondiale était en train de basculer violemment. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le profil de la criminalité en France et en Europe évolue. Les forces de l'ordre font face à des adversaires équipés d'armes automatiques ou de pistolets à grande capacité. La doctrine de la riposte policière change radicalement. Le revolver, avec son barillet limité à 6 coups et son rechargement manuel lent, commence à être perçu non plus comme un symbole de précision, mais comme une vulnérabilité tactique. Le terrain demande du volume de feu. Les regards des ministères se tournent vers le pistolet semi-automatique, un système historique où l'arme utilise l'énergie du tir pour éjecter l'étui vide et chambrer automatiquement la cartouche suivante, permettant des tirs successifs rapides. Les concurrents étrangers, comme l'Autrichien Glock, l'Allemand SIG Sauer ou l'Italien Beretta, inondent le marché mondial avec des pistolets modernes, utilisant des carcasses en polymère ou en alliage léger, capables d'embarquer 15 cartouches de calibre 9,9 mm Parabellum dans leur chargeur. Ces armes coûtent infiniment moins cher à produire qu'un revolver en acier forgé, elles sont plus légères à porter à la ceinture toute la journée, et elles répondent exactement à la nouvelle angoisse des policiers sur le terrain. Manurin tente bien de résister à ce déplacement doctrinal. L'entreprise tente de s'imposer sur le marché des pistolets semi-automatiques, mais elle arrive trop tard, dans un marché déjà saturé par des standards internationaux impossibles à déloger. Les appels d'offres commencent à échapper à Mulhouse. Les administrations françaises, qui avaient tant juré par le MR73 et le MR88, préparent doucement la transition vers le 9 mm semi-automatique, un processus qui culminera des années plus tard avec l'adoption massive du SIG SP 2022 pour la quasi-totalité des forces de sécurité intérieure françaises. Au siège de la manufacture de machines du Haut-Rhin, les bilans financiers deviennent implacables. Le conseil d'administration observe les chiffres avec une froideur industrielle. D'un côté, le département armes légères exige une main-d'œuvre hyper qualifiée, fait face à des concurrents mondiaux qui produisent du plastique et de l'acier à bas coût et voit son marché institutionnel se rétrécir. De l'autre côté, le cœur de métier historique de l'entreprise, la fabrication des gigantesques machines-outils pour cartoucherie, génère des marges colossales à l'exportation.
Des pays entiers achètent dans les machines Mannerheim pour garantir leur propre indépendance en munitions. Le piège s'est refermé. La perfection du MR73 ne protégeait pas la manufacture. Elle l'étouffait financièrement. L'institution n'avait plus besoin d'un revolver d'élite produit à des dizaines de milliers d'exemplaires. L'arme continuait de tirer avec une précision redoutable dans les stands d'entraînement, mais le système industriel qui l'avait fait naître s'apprêtait à prendre une décision irrémédiable. Le basculement définitif ne s'est pas produit sur un stand de tir ou lors d'une intervention tactique, mais dans le silence clinique d'une salle de conseil d'administration. Au milieu des années 1990, la manufacture de machines du Haut-Rhin n'est plus la même entité industrielle qu'à l'époque de sa fondation. L'économie mondiale s'est financiarisée et la survie d'une usine ne se mesure plus à l'aura de ses produits, mais à la brutalité de ses marges bénéficiaires. Dans ce nouveau paradigme, la branche armes légères de Mulhouse devient une anomalie statistique que la direction peine à justifier. Il faut imaginer le contraste saisissant au sein même des murs de l'usine alsacienne. D'un côté du site, les ingénieurs construisent et exportent des machines-outils colossales destinées aux cartoucheries du monde entier. Ces équipements, capables de produire des millions de munitions par jour, sont vendus à des prix vertigineux à des États souverains désireux de garantir leur indépendance logistique. C'est un marché d'exportation massif, ultra rentable, où Mannerheim dicte ses conditions. De l'autre côté de l'usine, dans un espace de plus en plus restreint, des maîtres armuriers continuent de polir à la main les platines du MR73, passant 12 heures sur chaque carcasse pour un marché institutionnel français qui ne passe plus que des commandes sporadiques. La fracture était totale. Le modèle économique du revolver d'élite était fondamentalement incompatible avec la stratégie d'une entreprise tournée vers la machinerie lourde internationale. Les commandes de l'État français, autrefois si massives qu'elles saturaient les chaînes de montage, se sont taries. La police nationale ne commande plus de MR73 pour ses patrouilles. Le GIGN, bien qu'il conserve une confiance religieuse envers le revolver pour ses tirs de précision absolue, ne représente qu'une unité d'élite aux effectifs réduits. Une manufacture de la taille de Mannerheim ne peut pas maintenir une chaîne de forgeage à froid et des dizaines d'ouvriers hyper spécialisés pour fabriquer seulement quelques dizaines d'armes par an. La concurrence étrangère, la standardisation et le déplacement industriel, cette force implacable qui détruit les arsenaux pour les remplacer par des catalogues globaux, achève de marginaliser le département armement. L'État français lui-même prépare sa gigantesque transition vers le pistolet semi-automatique en calibre 9,9 mm, un processus d'appel d'offres qui finira par équiper des centaines de milliers de fonctionnaires avec une arme standardisée et économique. L'objet fonctionnait encore parfaitement. Le GIGN continuait de prouver que le MR73 était le meilleur revolver du monde. Mais le système industriel autour de lui, celui qui pouvait justifier le coût de sa naissance, disparaissait. L'entreprise tente de séparer ses activités, créant des filiales, cherchant des repreneurs et naviguant à travers des restructurations complexes, impliquant même temporairement le groupe Matra. Mais la réalité est inévitable. La décision finale n'est pas une question de patriotisme ou de doctrine, c'est une reddition comptable. En 1998, la manufacture de machines du Haut-Rhin prend la décision la plus ténébreuse de son histoire armurière. Elle ferme définitivement ses lignes de production d'armes légères. Ce n'était pas seulement l'arrêt d'un produit, c'était l'amputation volontaire d'une identité. L'usine qui avait sauvé l'équipement de la police française dans les années 1950, qui avait usiné les Walter, qui avait martelé à froid les canons du GIGN et produit les fusils d'assaut de l'armée, renonçait à son statut de fabricant d'armes. Pour les ouvriers de Mulhouse, le choc est profond. Des décennies de savoir-faire métallurgique, de transmission de maître à apprenti, de secrets d'ajustage et de fierté régionale sont balayés par un trait de plume sur un bilan financier. Les machines spécifiques sont démontées, les postes de travail sont vidés. Les râteliers de contrôle, autrefois remplis de carcasses brillantes attendant l'inspection finale, restent désespérément vides. Pourtant, le MR73 était trop grand pour mourir avec sa ligne de montage. Conscient de la valeur inestimable de ce patrimoine, Mannerheim refuse d'envoyer les plans aux archives et de détruire l'outillage. Dans un ultime geste de préservation,
L'entreprise cède les droits de fabrication, les machines spécifiques et les brevets à Chapuis Armes, une entreprise familiale située à Saint-Bonnet-le-Château, dans le bassin historique de l'armurerie stéphanoise. Le revolver allait survivre, mais l'empire industriel qu'il avait vu naître s'était effondré. À Mulhouse, il ne restait plus de canons rayés, plus de barillet, plus de maîtres armuriers. Le conseil a tranché. Le contrat a disparu. La chaîne s'est arrêtée. L'atelier s'est vidé. Les ouvriers sont partis. Le marquage est devenu une archive. L'arme devait survivre sans son usine. La fermeture définitive de la branche armement de la manufacture de machines du Haut-Rhin en 1988 aurait pu marquer l'extinction totale de cette lignée mécanique. Dans la longue et implacable histoire industrielle française, lorsqu'une ligne de production d'État ou privée s'arrête, le scénario est presque toujours identique. Les plans de conception finissent dans les boîtes cartonnées du service historique de la Défense, l'outillage lourd est vendu à la ferraille et les ouvriers se dispersent. Mais l'héritage du revolver alsacien a refusé cette mort institutionnelle. Le MR73 était devenu une institution à lui seul, un objet trop chargé d'histoire doctrinale pour disparaître simplement avec les bilans financiers de son usine d'origine. La résurrection de l'arme ne s'est pas faite par une énième commande du ministère de l'Intérieur, mais par un sauvetage patrimonial inespéré. Immédiatement après l'annonce de la fermeture à Mulhouse, l'entreprise familiale Chapuis Armes, solidement implantée à Saint-Bonnet-le-Château, dans le bassin historique de l'armurerie de la région stéphanoise, prend une décision capitale. Elle rachète les droits, les brevets industriels et surtout les machines d'usinage spécifiques du MR73. Ce transfert géographique est un événement rare dans l'industrie. Des dizaines de tonnes d'équipements de très haute précision, y compris les massives machines à marteler à froid qui forgeaient les canons à Mulhouse, traversent la France pour rejoindre la région de la Loire. La production survit, mais elle change radicalement de nature. Le revolver n'est plus fabriqué pour répondre à des appels d'offres visant à équiper des dizaines de milliers de policiers en patrouille. Il redevient ce qu'il aurait peut-être toujours dû être au regard de son coût de fabrication. Une arme d'exception assemblée à la main en petite série. Aujourd'hui encore, sous la bannière de Chapuis, chaque MR73 est poli, ajusté et testé avec la même rigueur obsessionnelle qu'il y a 50 ans. C'est une survie paradoxale. L'arme qui avait été conçue par un géant national de la machine-outil pour s'imposer comme le standard absolu des forces de l'ordre est désormais maintenue en vie par une maison historiquement reconnue pour ses armes de chasse de très haut de gamme. Pendant ce temps, le destin des autres modèles de la marque raconte une histoire de déclassement bien plus sombre. Les dizaines de milliers de revolvers Manurhin Special Police et de MR88, autrefois fièrement portés par la police nationale à travers tout le territoire, ont subi de plein fouet la standardisation du calibre 9,9 mm. Remplacés par les pistolets semi-automatiques SIG Sauer SP2022 au début des années 2000, ces revolvers ont été retirés des armureries d'actives. Beaucoup ont été transférés vers les polices municipales, prolongeant leur service pendant quelques années, tandis que d'autres ont été massivement détruits, broyés et fondus par les services de l'État, effaçant physiquement la preuve d'une ancienne doctrine policière. À Mulhouse, l'ancienne manufacture d'origine continue d'exister, mais elle a définitivement tourné la page. Manurhin est resté un acteur industriel colossal, concevant et exportant les machines qui permettent à d'autres nations de fabriquer leurs propres munitions. Cependant, dans les vastes halls de l'usine alsacienne, la mémoire des armes de poing s'est tue. Les maîtres armuriers qui savaient régler une platine à galets au centième de millimètre ont pris leur retraite, emportant avec eux une mémoire ouvrière irremplaçable. L'histoire ne survit plus que dans les archives régionales, dans les anciens catalogues jalousement gardés par les collectionneurs, et dans l'esprit de ceux qui se souviennent de l'époque où Mulhouse rivalisait avec Châtellerault et Saint-Étienne. Pourtant, le véritable monument du Manurhin reste institutionnel, préservé par l'unité qui l'a fait naître. Dans les armureries hyper sécurisées du GIGN, le revolver n'est absolument pas perçu comme une relique de musée. Bien que la standardisation tactique mondiale ait logiquement imposé des pistolets semi-automatiques à grande capacité pour la majorité des interventions dynamiques,
Le MR-73 conserve une place sacrée dans la doctrine de l'unité. Il demeure l'arme de précision absolue, le symbole de l'engagement total. Il est remis solennellement à chaque nouvel opérateur lors de sa certification. Ce n'est plus seulement une dotation tactique, c'est devenu un rite de passage institutionnel, un contrat de confiance entre l'État, le gendarme et l'outil industriel français. Le destin du Manurin raconte la fin d'une certaine idée de la souveraineté industrielle française. Il incarne ce moment historique où l'État et ses manufactures acceptaient de payer le prix de la perfection mécanique absolue, croyant que la qualité écrasante suffirait à garantir la pérennité d'un système. Le ministère de l'Intérieur avait cru trouver l'arme définitive, mais la réalité budgétaire a prouvé qu'un chef-d'œuvre usiné à la main ne pouvait pas survivre à l'ère de la standardisation et de la production à bas coût. La force de l'usine de Mulhouse, son refus total du compromis métallurgique, était devenue sa plus grande faiblesse économique. L'objet avait tenu toutes ses promesses. C'est le monde autour de lui qui avait changé de logique. Ce qu'il reste aujourd'hui de l'empire armurier de Mulhouse, c'est une empreinte dans le métal. Derrière la vitrine silencieuse d'un musée militaire, sous une lumière froide, le marquage historique Manurin, frappé sur le canon bronzé d'un MR-73 de première génération, reste intact, comme si l'usine alsacienne, avec ses centaines de machines et ses ouvriers en bleu de travail, venait tout juste de s'arrêter de tourner. À très bientôt pour la prochaine histoire. Fin du script.